Avis de recherche. Jack Ma, le milliardaire PDG de la célèbre entreprise chinoise Alibaba, a disparu depuis le 24 octobre dernier. Envolé, volatilisé le Jack. Tout d'abord, connaissez-vous Alibaba? Alibaba est l'entreprise qui a tout, vend tout et solde le reste. C'est Amazon, mais en plus gros. Sur sa plateforme en ligne AliExpress, vous trouverez donc absolument tout et même plus encore, de l'extension de perruques au mini-drone en passant par du gel pour les ongles ou une applique lumineuse pour votre salon et peut-être même de l'hydroxychloroquine. Eh bien, Jack Ma est aux abonnés absents depuis 2 mois et demi. Il faut dire qu'il a un peu cherché, l'ami Jack. Il a eu le malheur de prononcer un discours un peu légèrement polémique sur les bords, dans lequel il a osé émettre une critique des dirigeants de la lumineuse et fleurie République populaire de Chine, continuatrice de la pensée de Marx, de Lénine et de Mao. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Jack Ma s'est fait convoquer illico presto par Pékin pour venir s'expliquer auprès du guide suprême. Dans les jours qui ont suivi, le vénérable Parti communiste chinois, qui lui sait tout, voit tout, décide tout, a suspendu l'entrée en bourse du groupe Alibaba, histoire de rappeler à ce petit prétentieux de Jack que dans la Chine du XXIe siècle, on a beau courtiser le libéralisme économique et faire genre qu'on joue avec le marché et le profit, on n'en reste pas moins une bonne vieille dictature communiste. Et pour l'instant, toujours pas de nouvelles de Monsieur Ma. Mamma mia! Avis donc à tous les petits plaisantins qui croient que la Chine, c'est fun parce qu'on y fait du fric. Il faut se rappeler qui là-bas est le maître et qui là-bas fait la loi. Ce n'est pas la première fois que se produit un tour de passe-passe de ce genre. En 2018, la ravissante actrice Fan Bingbing, quel joli nom, soupçonnée de fraude fiscale, avait disparu pendant plusieurs mois avant de réapparaître comme une fleur pour faire son autocritique sur les réseaux sociaux. Elle avait expliqué avec des trébolos dans la voix « J'ai trahi mon pays, les attentes de la société et l'amour de mes fans. Veuillez accepter mes excuses, je vous demande pardon. » Comme c'est émouvant. Si, depuis 50 ans, les moyens de communication ont changé, les méthodes restent les mêmes, au même temps qu'au bon vieux temps de Mao. Pas touche à un système qui marche. Tout cela fait un peu froid dans le dos. En attendant que Jack Ma vienne battre sa coulpe, la Chine, à peine déstabilisée par le Covid, continue d'accumuler des records financiers et d'attirer toujours plus d'investisseurs. Tant pis s'il y a quelques pots de porcelaine de Chine cassés par-ci par-là. L'argent ne sent rien, n'a pas d'odeur. C'est à peu près comme lorsque l'on attrape le Covid et que l'on perd l'odorat. Sur cette conclusion hautement pandémique, je vous souhaite une excellente soirée. C'est bien connu, la France est le pays qui compte le plus de fromages et de fonctionnaires. Attardons-nous sur le secteur de la santé. Pour la seule Direction générale de la santé, l'on compte 2000 employés, auxquels se rajoutent 8000 employés pour les agences régionales de santé, les très fameuses ARS. 10 000 braves gens. Employés à quoi, au fait ? On se demande bien, mais ils sont sûrement over-débordés surbookés, puisque Macronor, prince de la Covidie, a décidé de leur coller en renfort les services du cabinet de conseil américain McKinsey. Allez, hop, une armée de consultants armés de MacBook jusqu'aux dents, au turbin. Tout ça pour régler la stratégie vaccinale que les 10 000 individus précités, financés sur les deniers publics, sont bien incapables d'orchestrer à eux tout seuls. Il n'y a pas à tortiller, on nous prend pour des billes. À quoi cela sert-il de payer des impôts pour rémunérer des fonctionnaires qui visiblement ne font pas le boulot, si c'est pour en payer encore plus et aller engraisser un cabinet étranger qui n'a pas besoin de ça pour boucler ses fins de mois? Le Macron, manifestement, déraille grave.
Tu dérailles grave, mecton. Depuis quelques jours, c'est le feu d'artifice. Il tire dans toutes les directions. Il tente le coup du tirage au sort pour empêcher le naufrage du Titanic vaccinal. Mais il se dit aussi qu'après tout, un peu de consulting, ça ne peut pas faire de mal. Aux dernières nouvelles, il hésiterait à compléter le dispositif par une neuvaine nationale à Sainte-Rita, la patronne des causes désespérées, complétée par l'emploi d'une poupée vaudou. Avec ça, on serait vraiment paré à toutes les éventualités. Au fait, qui s'occupe du dossier chez McKinsey? Le gars de chez McKinsey, chargé de réparer les carabistouilles de Castex et de sa clique, c'est un certain Maël de Calan, fringant bureaucrate du privé, pilier du parti LREM, ex-pilier du parti Les Républicains, qui a soutenu en son temps le poney gagnant, j'ai nommé Alain Juppé. Il avait tellement d'idées, Maël, qu'il avait même lancé une boîte à idées. On peut dire que ce fut un succès, puisque Juppé a été viré comme un malpropre de la primaire de la droite. Maël a eu ensuite l'idée, aussi sotte que grenue, de se présenter à la présidence de l'UMP avant de claquer la porte. Aujourd'hui, il a changé de cheval pour enfourcher la belle Valérie Pécresse, la traîtresse bien sûr. Elle qui a fondé son parti libre, rêve de refonder la droite en la fondant dans le grand tout macroniste. Et elle aura bien besoin du petit Maël, fier d'être macro-compatible pour y arriver. Avec tout ça, si vous ne la voyez pas venir, l'alliance LREM aux prochaines élections, c'est que vous n'êtes pas très en forme. Cela veut sûrement dire qu'il faut vous faire vacciner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Agnès ne meurt jamais. Ce n'est pas le titre du dernier James Bond, c'est plutôt le dernier tome des aventures d'Agnès Buzyn, notre ex-ministresse de la Santé et candidate malheureuse à la mairie de Paris. Agnès, la pro du recyclage. Après avoir raté en beauté le début du coronavirus et refilé le bébé et l'eau du bain à Olivier Véran, puis, après avoir planté avec grâce la conquête de Paris, Agnès s'ennuyait. Agnès cherchait un sens à sa vie. Heureusement, elle n'a pas eu à se morfondre trop longtemps. Il lui a suffi de traverser la France. Elle a pu faire confiance à toute la clique de ses amis magouilleux, aux fonctionnaires et technocrates, pour lui réserver une place au soleil de fonctionnaire international exempté d'impôts. Elle rejoint donc le cabinet du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qui s'appelle une promotion, une récompense pour service rendu et état brillant de carrière. Bref, la méritocratie comme on l'aime. Agnès va donc venir barboter à Genève, sur les bords du lac Léman, forte de sa brillante expérience médicale et politique dûment récompensée. Elle devient l'ambassadeur du directeur général auprès du G7. De l'ONU ou de la fondation Bill Gates. Au fait, la fondation Bill Gates, n'est-ce pas elle qui injecte, passez-moi l'expression, des dizaines, des centaines de millions de dollars dans la lutte contre le Covid et dans la recherche sur les vaccins, de manière totalement désintéressée et philanthropique, off course, comme dit le cheval. Esprit mal intentionné que vous êtes, je suis sûr que vous allez me dire que vous trouvez ça louche. Avec un mari directeur de l'INSERM, participant aux activités sulfureuses du laboratoire de Wuhan. Les affaires d'Agnès Fleurbon, une fois de plus, les conflits d'intérêts, les délits d'initiés, le blanchiment des responsabilités, et tout ça,
Que de vilains mots. Comme il faut rendre à César ce qui est à César, et qu'Agnès est aussi grande que César, rendons à Agnès ce qui est à Agnès. Agnès est immensément courageuse. Agnès est le prototype de la personnalité nullissime qui s'en sortira toujours grâce à son courage. Elle file à Genève avec un courage fou, courage fuyant, surpassant le courage des héroïques soldats de Verdun. Formulons un petit espoir. Là-bas à Genève, enveloppée par la fraîcheur alpine, elle fera sûrement preuve de cet indomptable courage qui l'anime. L'on dit que l'air des montagnes fait merveille pour doper le courage. Bon, comme saint Thomas, attendons de voir pour y croire. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Depuis le début de l'épidémie du Covid, nous savons que le monde politique navigue à vue, à la petite semaine, sans bon sens et sans boussole. Ce qui est vrai lundi sera peut-être contredit mardi, entériné mercredi et condamné jeudi. Allez-y comprendre quelque chose, mais c'est ainsi. Il est vrai que la politique du long terme a déserté notre vie politique depuis bien longtemps. Mais en ces temps de crise, c'est encore pire. Et avec un gouvernement macroniste, c'est pire que pire. On ne navigue même pas à vue, on navigue sans vue. Alors, qu'est-ce que cette logique délétère peut bien donner en matière d'éducation ? Prenons par exemple la réforme du bac. Ce qui sera vrai lundi sera peut-être contredit mardi, entériné mercredi et condamné jeudi. Comment peut-on se préparer correctement à cette épreuve dans ces conditions ? L'exécutif a donc publié une ordonnance permettant d'adapter les modalités du baccalauréat 2021 suivant l'évolution de l'épidémie du Covid-19. Qu'est-ce qui pourra donc faire l'objet d'adaptation ? Oh, 3 fois rien, des broutilles. La nature des épreuves, le nombre des épreuves, le contenu des épreuves, le coefficient des épreuves ou encore les conditions d'organisation des épreuves. 3 fois rien que je vous cause. Il est même possible que les épreuves soient dématérialisées. Il peut donc y avoir des matières dématérialisées. Fichtre de fichtre. Tous ces changements devront être communiqués aux élèves au moins 15 jours avant le début des épreuves. Ah, je respire. Papa, je passe le bac dans 20 jours, mais je ne connais rien des épreuves. Tais-toi et mange ta soupe. Illustrons un peu tout ça. Vous vous préparez pour une épreuve d'histoire contemporaine en 4 heures sous la forme d'une dissertation coefficient 3. Mais finalement, vous allez être noté sur l'analyse de 2 clips vidéo à renvoyer sur une plateforme en ligne et qui sera noté coefficient 8. Tout va bien, finalement. Pourquoi se plaindre ? C'est cela la fantaisie de la Macronie blanquériste, le printemps perpétuel qui n'en finit pas de refleurir, comme sous la Chine de Mao, phare de l'humanité, dixit Giscard d'Estaing. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, précise que ces mesures sont destinées à nous aider à anticiper. Quelle jolie formule, pour anticiper ce qui n'existe pas et n'existera peut-être jamais. On fait comment ? On convoque les mannes de Madame Irma, on jette un œil dans sa boule de cristal, commandée sur AliExpress, bien sûr, on implore le prophète russe Raspoutine. Finalement, il serait peut-être plus simple d'octroyer le bac par tirage au sort. Après le climat et le vaccin, pourquoi pas l'éducation tirée au sort ? Comme ça, mon cochon d'Inde pourrait y postuler. Sur cette très belle conclusion, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous ne vous souvenez probablement pas de Jacqueline Genkel. Je vais donc vous rafraîchir la mémoire.
Jacqueline Jenkel est une brave dame, suissesse de son état, qui a défrayé la chronique en 2018 en expliquant à qui voulait l'entendre qu'elle se donnerait la mort avant le 14 octobre 2020. Très exactement, date à laquelle elle était supposée souffler ses 76 bougies. Non, Jacqueline, ne nous quitte pas, comme dirait Jacques Brel, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ne nous quitte pas. Bon, Jacques Brel, tu nous saoules avec tes répétitions, une fois ça aurait suffi. Un mort sur commande, propre, net et sans bavure. Madame Jenkel avait décidé que la mort était certainement le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire. Elle voulait terminer en beauté. C'est même le nom donné au livre dans lequel elle a pris le temps d'expliquer en long, en large et surtout en travers sa démarche un peu spéciale. Ils sont fous ces Helvètes, tout cela pour ne pas, je cite, pourrir de son vivant. La dame avait des idées bien noires, blanches foncées pour ne pas paraître raciste. Il faut bien se rappeler que tous les médias avaient salué son initiative. Quel courage, quelle force d'âme, quel militantisme. Bravo, Madame Jenkel. Jacqueline était donc une militante acharnée de l'euthanasie, ou plutôt du droit à mourir dans la dignité, la mort miséricordieuse si chère à tonton Adolphe. Et comme telle, elle était prête à payer de sa personne pour ouvrir la voie. Elle avait tout organisé avec une précision de coucou suisse. Elle voulait même mettre un point final à sa vie. Et c'était une artiste, tante Jacqueline, il fallait le faire en beauté. Première date envisagée, janvier 2020. Oui, mais en fait non. La vie avec un grand V en a décidé autrement. À mesure que le terme fatidique se rapprochait, Jacqueline a réalisé qu'en fait, elle avait de moins en moins envie de mourir. Pourquoi pas quelques minutes, quelques jours, quelques semaines de plus ? Quand il y en a plus, il y en a encore plus. Alors Jacqueline s'est fixé une nouvelle échéance, le 20 juillet. Jacqueline aime bien le chiffre 20. Mais voilà, le 20 juillet, c'était encore trop tôt. Et il faut dire que mourir volontairement en plein Covid, c'était un choix, culotté. Comme un gosse sur son manège qui refuse de rentrer à la maison, Jacqueline a dit « Je peux rester encore un peu ?» Au mois de novembre 2020 était prévue la naissance de son petit-fils et elle n'a pas eu envie de louper ça. Madame Jenkel serait-elle un peu sensible des fois ? À ce jour, nous sommes en 2021 et Jacqueline Jenkel est toujours parmi nous. Son copinage avec la faucheuse ne s'est toujours pas concrétisé. Mais j'ai la solution. On injecte à la Jacquelinette une bonne grosse dose de Covid et on attend la fin. Seul problème de taille, le professeur Raoult risque d'accourir sur son cheval blanc avec ses 4 comprimés d'hydroxychloroquine et voilà Jacquelinette sauvée. Quelle poisse! Décidément, nous vivons une époque beaucoup trop compliquée. Sur cette conclusion un peu attristante, je vous souhaite une très bonne soirée.